l'armée des États-Unis appelait le Manhattan Engineer District un projet de construction. C'était la désignation officielle utilisée dans la correspondance administrative qui circulait entre le département de la guerre, le Corps of Engineers, et les entrepreneurs qui recevaient les bons de travail. Manhattan Engineer District. Le nom apparaissait dans les allocations budgétaires, dans les demandes de fournitures, dans les affectations de personnel, dans les milliers de pages de registres administratifs que le gouvernement produit lorsqu'il dépense de l'argent à grande échelle. Il évoquait quelque chose de modeste. Un district, une fonction d'ingénierie, un programme de construction du type que l'armée gérait couramment à travers le pays. Ce qu'il ne suggérait pas, et ce qu'il était conçu pour ne pas suggérer, c'est que le gouvernement des États-Unis avait assemblé le plus grand et le plus coûteux programme d'armement secret de l'histoire humaine, employant à son apogée plus de 130 000 personnes dans des dizaines de sites à travers le pays et au Canada, dépensant l'équivalent en monnaie actuelle d'environ 30 milliards de dollars et dirigeant la production scientifique collective du groupe de physiciens, chimistes, ingénieurs et mathématiciens le plus talentueux jamais réunis sous un même parapluie organisationnel, vers un seul objectif, la construction d'une bombe qui utilisait l'énergie libérée par la fission d'un noyau atomique pour produire une force destructrice mesurée, non pas en livres d'explosifs conventionnels, mais en milliers de tonnes d'explosifs. L'armée appelait cela de la construction. Les physiciens savaient que c'était autre chose. La plupart des ouvriers qui construisaient les installations faisaient fonctionner les machines et assuraient le maintien de l'infrastructure, n'avaient aucune idée de ce à quoi tout cela servait. Comprendre ce qu'était réellement le projet Manhattan, ce qu'il a coûté en argent et dans la texture humaine spécifique des vies qu'il a consumées, exige de commencer, non pas par la science, mais par la structure administrative qui l'entourait, car cette structure racontait l'histoire complète de ce que le gouvernement américain avait décidé d'être prêt à faire afin de produire cette arme avant quiconque d'autre. Un physicien affecté à la division théorique de Los Alamos à l'été 1943 était formellement employé par l'Army Corps of Engineers. Ce n'était pas une déclaration sur son employeur réel. C'était une désignation de couverture, une étiquette appliquée uniformément à l'ensemble du personnel scientifique du projet, afin de dissimuler la nature du travail qu'ils accomplissaient aux dossiers administratifs susceptibles d'être consultés par des personnes n'ayant pas les autorisations de sécurité requises. Son salaire provenait d'une ligne budgétaire du département de la guerre qui décrivait sa fonction comme des services de consultation technique. Son adresse était une boîte postale à Santa Fe, Nouveau-Mexique. Son nom n'apparaissait dans aucun annuaire, aucune liste publiée, aucune affiliation institutionnelle pouvant être vérifiée par le monde extérieur. Si sa famille lui demandait où il était, il pouvait leur dire au Nouveau-Mexique. Il ne pouvait pas leur dire ce qu'il y avait au Nouveau-Mexique, ce qu'il y faisait, pourquoi la ville où il travaillait n'était sur aucune carte, ni quand il pourrait rentrer. S'il avait besoin de soins médicaux au-delà de ce que le propre personnel médical du projet pouvait fournir, il était transporté sous escorte vers un établissement dont le personnel civil avait été briefé pour ne poser aucune question. L'appareil de sécurité entourant Los Alamos en 1943 n'était pas de la prudence bureaucratique. C'était un système conçu pour rendre le projet invisible au monde extérieur pendant qu'il construisait une arme dont l'existence, si elle était connue des Allemands, pourrait déterminer l'issue de la guerre. Cette crainte, que l'Allemagne puisse construire la même arme en premier, était le moteur de tout ce qui concernait le projet Manhattan, et pour la comprendre honnêtement, il faut remonter à l'après-midi du 2 août 1939, lorsqu'un physicien hongrois nommé Leo Szilard arriva devant une maison sur Old Grove Road à Peconic, Long Island, portant un document qu'il voulait faire signer à un certain homme. Cet homme était Albert Einstein. Le document était une lettre adressée au président Franklin Roosevelt. Szilard était aux États-Unis depuis 6 ans, l'un des dizaines de physiciens européens qui avaient fui l'Allemagne nazie après 1933, lorsque Hitler avait commencé à chasser systématiquement les Juifs des universités et institutions de recherche allemandes. Il avait quitté Berlin avec une valise et l'intuition mathématique qui l'avait conduit, en 1933, à concevoir une réaction nucléaire en chaîne, le mécanisme théorique par lequel la fission d'un atome pouvait libérer des neutrons qui fissionneraient d'autres atomes, libérant plus de neutrons dans une cascade qui pourrait en principe libérer d'énormes quantités d'énergie en très peu de temps. En 1939, Szilard savait que la fission, le fractionnement des atomes d'uranium, avait été démontré dans un laboratoire de Berlin par Otto Hahn et Fritz Strassmann en décembre 1938.
Il savait que les physiciens qui avaient lu l'article rapportant ce travail, y compris de manière critique, des physiciens qui étaient encore en Allemagne, en comprenaient les implications. Il savait que les gisements de minerais d'uranium au Congo belge étaient l'une des plus grandes sources mondiales du matériau qu'une arme à fission nécessiterait. Et il savait, avec l'urgence spécifique d'un homme qui avait passé sa carrière professionnelle à imaginer le fonctionnement de la physique, que le chemin de la fission démontré à une arme n'était pas un chemin de longueur illimitée. La lettre qu'il voulait faire signer à Einstein était adressée à Roosevelt et décrivait la situation en termes soigneusement choisis et précis qui ne laissaient aucune place à une mauvaise lecture de l'enjeu. Einstein signa. La lettre fut remise à Roosevelt en octobre 1939, 6 semaines après que l'Allemagne eut envahi la Pologne et que la guerre en Europe eut commencé. Roosevelt la lut, écrivit la notation indiquant que cela nécessitait une action sur la feuille de mémo et la transmit à son assistant avec une note pour organiser une réunion. La première réunion de ce qui deviendrait finalement le projet Manhattan eut lieu dans les bureaux du Bureau of Standards à Washington en octobre 1939 avec un comité de représentants militaires et scientifiques, un budget de $6 000 et aucune structure organisationnelle particulière. Ce qu'elle avait, c'était la juste compréhension d'un problème dont la solution nécessiterait tout ce que le gouvernement américain pouvait y consacrer. Le chemin de cette réunion au site de Trinity en juillet 1945 prit 5 ans, 30 milliards de dollars, et le coût humain spécifique de plus de 100 000 personnes consacrant les années les plus intenses de leur vie professionnelle à un projet dont il leur était interdit de parler à quiconque n'en faisait pas partie. Les lieux où le travail s'effectuait avaient leur propre caractère physique qui façonnait ce que cela signifiait d'y être. L'usine de séparation électromagnétique ICRE 12 à Oak Ridge utilisait des calutrons, d'énormes dispositifs électromagnétiques dérivés des cyclotrons, que les physiciens utilisaient pour la recherche nucléaire, afin de séparer les isotopes d'uranium par poids. Les calutrons nécessitaient des électroaimants d'une envergure qui dépassait l'approvisionnement disponible en cuivre, un matériau restreint en temps de guerre nécessaire pour les douilles de munitions et le câblage électrique dans toute la chaîne d'approvisionnement militaire. La solution du projet Manhattan fut d'emprunter de l'argent au Trésor des États-Unis, 15 000 tonnes, valant en 1943 approximativement 300 millions de dollars, et de l'utiliser comme conducteur électrique dans les aimants des calutrons. Le Trésor livra l'argent. L'usine de séparation électromagnétique l'utilisa. Après la guerre, l'argent fut récupéré et rendu au Trésor, moins une petite quantité qui ne pouvait être séparée des résidus de traitement, et que le gouvernement raya des comptes comme dépenses de guerre à un coût audité et enregistré dans des documents qui restèrent classifiés pendant des décennies. Les aimants en argent représentaient la plus coûteuse acquisition non combattante de l'histoire de l'armée des États-Unis, et ils n'apparaissent dans aucun registre public de la période de leur utilisation. C'était l'échelle à laquelle fonctionnait le projet Manhattan, non seulement dans le secret, mais dans un état où les mécanismes normaux par lesquels les dépenses gouvernementales sont suivies et comptabilisées avaient été suspendus ou redirigés de manière que les personnes responsables de ces mécanismes avaient accepté comme des nécessités de guerre. Le scientifique qui allait définir le projet Manhattan, qui lui donna sa forme administrative et sa direction scientifique et sa culture institutionnelle particulière, était un physicien théoricien de 38 ans, originaire de New York City, nommé J. Robert Oppenheimer. Sa nomination en tant que directeur scientifique du laboratoire de Los Alamos au printemps 1942 n'était pas évidente. Il n'avait jamais administré une grande organisation. Il n'avait jamais dirigé un programme expérimental, étant fondamentalement un théoricien. Son dossier de sécurité à la division du renseignement de l'armée était un document substantiel, car Oppenheimer, dans les années 1930, avait été impliqué dans un certain nombre d'organisations et d'individus que l'appareil de sécurité associait à une influence communiste, et parce que sa femme, Kitty, son frère Frank et plusieurs de ses amis proches avaient à divers moments été membres du Parti communiste. Le général Leslie Groves, l'officier de l'armée qui s'était vu confier le commandement du projet Manhattan en septembre 1942, lut ce dossier et nomma Oppenheimer quand même. Son raisonnement, énoncé directement dans ses mémoires, publiés des années après la guerre, était qu'Oppenheimer était le seul scientifique qu'il avait rencontré, qui avait une compréhension globale de l'ensemble du problème des armes, qui pouvait parler aux physiciens, aux métallurgistes et aux ingénieurs dans leurs propres termes, qui pouvait gérer la complexité organisationnelle d'un laboratoire qui devrait résoudre simultanément les problèmes théoriques, expérimentaux
et d'ingénierie liées à la construction d'une bombe qui n'avait jamais existé auparavant et qui avait l'autorité personnelle pour maintenir un groupe des scientifiques les plus opiniâtres et indépendants au monde concentré sur un objectif commun. Groves avait raison. Ce qu'il n'avait pas pleinement pris en compte, c'était le coût spécifique que ce rôle imposerait à Oppenheimer dans les années après la guerre. Mais ce coût appartient à une partie ultérieure de l'histoire. Les conditions physiques à Los Alamos au printemps 1943, lorsque le laboratoire était en cours d'assemblage et que les premières vagues de personnel scientifique arrivaient, n'étaient pas ce que la plupart d'entre eux avaient anticipé. Le site était une ancienne école pour garçons sur un plateau au-dessus de la vallée du Rio Grande, à une altitude de plus de 2100 mètres, accessible par une seule route non pavée qui devenait impraticable dans la boue du printemps et que l'armée n'avait pas encore remplacée par la surface de gravier qui la rendrait finalement utilisable toute l'année. Les bâtiments étaient des constructions militaires en bois, assemblées à la hâte, froides en hiver et chaudes en été, avec des systèmes de chauffage qui produisaient soit trop de chaleur, soit aucune, avec une plomberie qui fonctionnait de manière inconsistante. Les routes se transformaient en boue au printemps. La poussière des mois secs recouvrait tout, l'équipement, les vêtements, la nourriture laissée à découvert plus de quelques minutes. L'école primaire pour les enfants des familles du projet fonctionnait dans les mêmes bâtiments temporaires que tout le reste, dotés d'enseignants qui avaient été recrutés par les mêmes canaux que les scientifiques et qui avaient accepté les mêmes restrictions sur leur communication avec le monde extérieur. Le site avait été choisi parce qu'il était isolé, ce qui était un avantage pour la sécurité, et parce qu'il disposait de structures existantes, ce qui était un avantage pour la construction, et parce que le terrain environnant était, selon les critères du désert de haute altitude du Nouveau-Mexique, magnifique d'une façon que l'armée ne considérait pas comme un critère de sélection, mais que les physiciens qui y arrivaient remarquaient immédiatement. Plusieurs d'entre eux, dans des témoignages enregistrés après la guerre, décrivirent le paysage comme le seul aspect de Los Alamos, qui n'était pas circonscrit par les exigences institutionnelles du projet. Le plateau et les montagnes et la qualité spécifique de la lumière du Nouveau-Mexique étaient accessibles à tous. Ils ne pouvaient pas être classifiés. Les scientifiques venaient d'universités à travers le pays et des institutions européennes dont les facultés avaient été dispersées par le fascisme, de Berkeley, Chicago, Columbia et Princeton. D'Angleterre, où une équipe travaillant sous le nom de code Tube Alloys avait effectué des travaux parallèles et avait été absorbée dans le projet américain quand il devint évident que la Grande-Bretagne n'avait pas la capacité industrielle pour construire une bombe avant la conclusion probable de la guerre. De l'internement des départements de physique et des réseaux personnels dispersés, qu'Oppenheimer avait construit au cours de 20 ans de travail théorique qui avait fait de lui, en 1942, le physicien le mieux connecté d'Amérique. Hans Bethe, qui dirigerait la division théorique, avait quitté l'Allemagne en 1933 et était à Cornell. Enrico Fermi, qui avait réalisé la première réaction nucléaire en chaîne contrôlée dans un réacteur construit sous les tribunes du stade de football de l'Université de Chicago en décembre 1942, travaillait déjà pour le projet et deviendrait l'un des physiciens expérimentaux à Los Alamos. Niels Bohr, le physicien danois dont les travaux avaient été fondateurs de la compréhension de la structure atomique, arriva fin 1943 après une extraction clandestine du Danemark, occupée conduite par les services de renseignement britanniques, transporté à travers la mer du Nord dans la soute à bombe d'un avion Mosquito, ayant failli mourir d'un manque d'oxygène lorsque le casque qui était censé lui fournir de l'oxygène en altitude tomba en panne pendant le vol. Il travaillait sous un nom de couverture, Nicholas Becker. Rien de tout cela n'était normal. Rien de tout cela n'était confortable. C'était parmi les scientifiques les plus distingués au monde, habitués aux libertés spécifiques de la vie académique, à la capacité de publier leurs travaux et d'en discuter avec des collègues et d'en recevoir le crédit. À Los Alamos, rien de tout cela n'était possible. Les travaux ne pouvaient pas être publiés. La discussion avec des collègues extérieurs au projet était interdite. Le crédit n'était pas attribué. Le projet était l'œuvre, et le nom du projet n'apparaissait dans aucun dossier public. La compartimentation, qui était la caractéristique sécuritaire définissante du projet, imposait des coûts que l'appareil de sécurité n'avait pas pleinement pris en compte dans sa conception. Le projet était divisé en divisions qui, en principe, ne savaient que ce dont elles avaient besoin pour effectuer leur travail spécifique. La division expérimentale connaissait la physique de l'implosion, mais pas nécessairement la conception de l'initiateur.
La division de métallurgie connaissait les propriétés du plutonium, mais pas nécessairement la conception d'assemblage par canon, développée pour l'arme à uranium. La division théorique savait tout, ou presque, ce qui en faisait le groupe le plus soigneusement gardé du laboratoire, et explique pourquoi les physiciens qui y étaient affectés faisaient l'objet de contrôles de sécurité que leurs collègues d'autres divisions ne recevaient pas. En pratique, la compartimentation à Los Alamos fonctionnait imparfaitement pour une raison que les planificateurs de sécurité de l'armée n'avaient pas pleinement anticipée. Les physiciens se parlaient. C'était leur méthode professionnelle. Ils résolvèrent les problèmes en les discutant, en testant les idées face aux objections de collègues, en permettant la pollinisation croisée des connaissances de différents sous-domaines pour générer des insights qu'aucun individu travaillant seul ne pouvait atteindre. L'appareil de sécurité avait conçu un système pour des travailleurs industriels habitués à exécuter des tâches définies dans une structure fixe. Il avait été appliqué à des scientifiques dont la méthode de travail était l'antithèse de cette structure. Le résultat fut un laboratoire qui fonctionnait extraordinairement bien scientifiquement et qui contenait, comme il s'avéra, au moins une ressource de renseignement soviétique qui comprit que la compartimentation était poreuse et exploita cette porosité avec une efficacité méthodique qui ne deviendrait pleinement visible pour l'appareil de sécurité américain qu'après la guerre. L'homme qui observait et rapportait ce qu'il voyait était Klaus Fuchs, un physicien théoricien d'origine allemande qui avait fui en Grande-Bretagne en 1933 et qui faisait partie de la mission britannique à Los Alamos depuis son arrivée fin 1943. Fuchs était, selon tous les comptes rendus professionnels, un excellent physicien, discret, fiable, un membre apprécié de la division théorique qui travaillait de longues heures et ne causait aucune difficulté administrative, et que ses collègues évaluaient comme minutieux et compétent et pas particulièrement mémorable en tant que personnalité. Il était également un communiste convaincu qui avait été recruté comme source de renseignements soviétiques avant de quitter la Grande-Bretagne et qui transmettait à ses agents soviétiques, par un réseau de courriers passant par Harry Gold à New York, des informations techniques détaillées sur la conception de l'implosion, l'arme au plutonium et la base théorique des calculs qui sous-tendaient les deux. Les informations qu'il fournit firent progresser le programme d'armes nucléaires soviétique d'une estimation de 2 à 4 ans, selon les évaluations d'après-guerre des analystes du renseignement américain qui avaient accès aux documents internes du programme soviétique après l'effondrement de l'Union soviétique. L'appareil de sécurité que l'armée avait construit autour du programme d'armement le plus secret de l'histoire avait échoué à détecter, pendant toute la durée du projet, la pénétration du renseignement la plus déterminante de la guerre. Cet échec n'était pas le produit d'une négligence. L'opération de contre-espionnage de l'armée à Los Alamos était rigoureuse selon les normes de l'époque. L'échec était le produit de la combinaison spécifique de la compétence professionnelle de Fuchs, de sa discrétion personnelle et de l'impossibilité structurelle de compartimenter pleinement une entreprise scientifique qui dépendait d'échanges intellectuels ouverts. Les ouvriers qui construisaient et exploitaient les installations industrielles produisant la matière fissile pour les armes, l'énorme usine de diffusion gazeuse à Oak Ridge, Tennessee, et les réacteurs de production de plutonium à Hanford, Washington, en savaient moins que presque n'importe qui sur ce qu'ils fabriquaient. Oak Ridge, à son apogée, employait plus de 80 000 personnes. Ingénieurs, ouvriers du bâtiment, opérateurs, personnel de maintenance, agents de restauration, travailleurs des transports, personnel de sécurité. L'usine de diffusion gazeuse qu'ils exploitaient, le bâtiment K25, était au moment de sa construction le plus grand bâtiment au monde, par superficie de plancher, couvrant environ 16 hectares sous un seul toit. Elle traitait l'hexafluorure d'uranium gazeux à travers des milliers de membranes barrières qui séparaient progressivement l'isotope fissile, uranium-235 de l'uranium-238 plus abondant, mais non fissile. Le processus nécessitait d'énormes quantités d'électricité, raison pour laquelle Oak Ridge fut construite à proximité du réseau d'énergie de la Tennessee Valley Authority. Il nécessitait des tolérances de fabrication de précision dans les matériaux de barrière qui n'auraient pu être atteintes dans aucune installation industrielle américaine avant la guerre et qui avaient dû être développées à partir de rien pendant la phase de construction du projet. Il nécessitait un personnel d'exploitation qui comprenait suffisamment le processus pour le maintenir en fonctionnement continu, mais à qui on disait seulement que le produit de leur travail était vital pour l'effort de guerre et qu'ils avaient l'interdiction d'en discuter. La plupart d'entre eux se conformèrent à cette interdiction,
non pas parce que l'armée les avait convaincus de sa nécessité, mais parce que la culture de l'Amérique en temps de guerre en 1943 et 1944 était une culture dans laquelle un grand nombre de personnes avaient accepté des restrictions significatives sur les libertés ordinaires de la vie en temps de paix et l'avaient fait sans exiger une explication détaillée de la raison. L'échelle de ce qui était construit à Oak Ridge et Hanford était, à tous égards, stupéfiante. Le bâtiment K-25 à Oak Ridge, une fois achevé en 1945, couvrait environ 16 hectares sous un seul toit et contenait des kilomètres de tuyauterie, des milliers de pompes et les membranes barrières qui séparaient les isotopes d'uranium dans un processus qui nécessitait de l'électricité à une échelle que la Tennessee Valley Authority avait été construite en partie pour fournir. Les ouvriers qui l'exploitaient travaillaient en équipe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et se voyaient dire que leur travail était important pour l'effort de guerre et rien de plus. Les superviseurs qui avaient été briefés à un niveau d'information légèrement supérieur disaient aux ouvriers qu'ils fabriquaient un matériau qui raccourcirait la guerre. C'était vrai. C'était aussi la totalité de ce qui pouvait être partagé. Le site de Hanford dans l'État de Washington, où fonctionnaient les réacteurs de production de plutonium, employait environ 50 000 ouvriers à son apogée en 1944 et 1945, logés dans un camp de construction qui avait été bâti de rien dans le désert au-dessus du fleuve Columbia en moins d'1 an. Les ouvriers vivaient dans des dortoirs, mangeaient dans des réfectoires, travaillaient par roulement et étaient soumis à une surveillance sécuritaire qui comprenait l'ouverture de leurs courriers et l'enregistrement de leurs appels téléphoniques. La plupart d'entre eux acceptaient cela comme une nécessité de guerre sans ressentiment particulier, parce que la culture de guerre avait convaincu un grand nombre d'Américains que les inconvénients de ce type étaient le prix de l'alternative. L'alternative était une guerre qui continuait. Les ouvriers de Hanford ne savaient pas ce qu'ils produisaient, ni pourquoi. Ils savaient que leur travail comptait et que le secret qui l'entourait était réel, et que poser des questions sur ce qui se trouvait dans les bâtiments auxquels ils n'étaient vraiment pas autorisés à entrer entraînerait une conversation avec le personnel de sécurité qu'ils ne voulaient pas avoir. Un nombre significatif d'entre eux développèrent des problèmes de santé dans les années suivantes, dus à une exposition aux radiations lors d'opérations que les protocoles de sécurité de l'époque ne prévenaient pas adéquatement, dont le lien avec le travail qu'ils avaient accompli à Hanford fut établi par des recherches médicales conduites des décennies plus tard et dont l'indemnisation fut l'objet de procédures judiciaires qui s'étirèrent jusqu'aux années 1990. On ne leur avait pas dit à quoi ils étaient exposés. On ne leur avait pas demandé de consentir à l'exposition. On leur avait dit que le travail était important pour l'effort de guerre. C'était vrai. Le lien entre l'importance et le coût était quelque chose que le dossier institutionnel du projet Manhattan n'avait aucun mécanisme pour rendre explicite. Une femme nommée Dorothy McKibben dirigea le bureau administratif du quartier général du projet Manhattan à Santa Fe, Nouveau-Mexique, de l'automne 1942 jusqu'à la fin de la guerre. Sa fonction réelle, comme elle l'a décrivit plus tard, était d'être le premier point de contact pour tous ceux qui arrivaient à Santa Fe, avec des ordres de se présenter à un lieu qu'on ne leur avait communiqué que sous forme de numéro de boîte postale. Elle n'était ni physicienne ni ingénieure. Elle était une administratrice et un être humain d'une compétence évidente, et son rôle était d'observer la personne qui venait de descendre d'un train avec un ensemble d'instructions qu'elle ne comprenait pas entièrement, d'évaluer ce dont elle avait besoin et soit de le lui donner, soit d'organiser que quelqu'un qui le pouvait le fasse. Elle accueillait les lauréats du prix Nobel et les soldats de première classe avec une efficacité identique. Elle arrangeait des logements pour des familles à qui on avait seulement dit qu'elles déménageaient au Nouveau-Mexique. Elle gérait les exigences administratives spécifiques d'un projet qui demandait aux gens d'abandonner les cadres fondamentaux de la vie normale, des adresses stables, des affiliations professionnelles, la capacité de dire à leurs proches ce qu'ils faisaient, et elle le faisait dans un bureau de East Palace Avenue à Santa Fe, qui n'avait aucun signe sur la porte et qui n'était reconnu dans aucun dossier officiel. McKibben décrivit dans une interview enregistrée après la guerre la texture spécifique de ce que ce travail ressentait de l'intérieur. Elle dit que ce dont elle se souvenait le plus des personnes qui passaient par son bureau, ce n'était pas leur éminence scientifique, bien qu'elle en fût consciente dans de nombreux cas et la trouva impressionnante, mais leur épuisement. Pas un épuisement physique, dit-elle, quelque chose de plus spécifique. L'épuisement de personnes qui avaient vécu assez longtemps à l'intérieur d'une restriction pour que la restriction soit devenue la forme de leur existence quotidienne. Ils ne pouvaient pas parler de leur travail. Ils ne pouvaient pas dire à leurs amis ou à leur famille ce qu'ils faisaient.
ils ne pouvaient pas publier, ils ne pouvaient pas correspondre librement. Les lettres qu'ils écrivaient à la maison étaient ouvertes et lues par le personnel de sécurité du projet avant d'être postées. Les lettres qui leur étaient adressées étaient ouvertes et lues avant d'être distribuées. Ce n'était pas une plainte qu'elle avait entendue de leur part. C'était une observation qu'elle avait formée sur la qualité particulière de leur présence dans son bureau. Des hommes et des femmes dont l'identité professionnelle était entièrement constituée par leur travail intellectuel, qui ne pouvaient pas partager ou discuter ce travail avec quiconque en dehors du projet, portaient le poids de cette restriction d'une manière qui lui était visible même lorsqu'ils ne l'exprimaient pas. La science était extraordinaire. Les conditions dans lesquelles elle était accomplie constituaient une forme de pression institutionnelle soutenue que les administrateurs du projet avaient conçue et dont personne n'avait pleinement calculé le coût humain, parce que le coût humain n'était pas la variable en cours d'optimisation. Le problème théorique que les physiciens de Los Alamos résolvaient avait deux solutions et le projet poursuivait, à l'été 1944, les deux simultanément. La première solution était plus simple en principe, assembler une masse critique d'uranium très enrichie en propulsant une masse sous-critique dans une autre à grande vitesse, en utilisant un mécanisme de canon. La conception par canon était suffisamment fiable pour qu'il fût considéré inutile de la tester avant utilisation. La deuxième solution était nécessaire pour le plutonium, qui avait une caractéristique de fission rendant la conception par canon inutilisable. Tout mécanisme de canon serait trop lent, et le plutonium se détonnerait prématurément, faisant éclater l'assemblage avant qu'une réaction en chaîne complète puisse se développer. L'alternative était l'implosion, comprimer une masse sous-critique de plutonium simultanément de toutes directions, en utilisant un réseau précisément façonné de lentilles d'explosifs conventionnels, comprimant le plutonium dans une configuration supercritique dans les microsecondes, avant que les gaz explosifs puissent le disperser. La conception par implosion était tellement plus techniquement exigeante et tellement moins certaine de réussite qu'elle nécessitait un test à pleine échelle avant de pouvoir être utilisée au combat. Ce test était Trinity, prévu pour juillet 1945 sur un site dans le désert du Nouveau-Mexique. Les semaines avant Trinity furent les semaines durant lesquelles la direction du projet dut faire face le plus directement à ce vers quoi elle avait travaillé pendant 3 ans. Les calculs théoriques indiquaient qu'une détonation d'implosion réussie produirait une explosion équivalente à entre 5 000 et 20 000 tonnes d'explosifs conventionnels. Il y avait une fourchette dans l'estimation, parce que certaines variables du calcul ne pouvaient pas être confirmées sans un test, et parce que les physiciens honnêtes sur leur incertitude reconnaissent que leurs modèles ont des limites. Il y avait aussi un calcul qu'un petit nombre de personnes à Los Alamos avaient effectué et ensuite rejeté comme ayant une probabilité négligeable, mais qu'ils n'avaient pas pu totalement écarter. La possibilité que la détonation d'une bombe à fission suffisamment grande puisse enflammer l'azote de l'atmosphère terrestre et produire une réaction auto-entretenue qui ne s'arrêterait pas. Ce calcul fut effectué par la division théorique de Bethe. La probabilité fut évaluée comme effectivement nulle et le test fut poursuivi. Mais le fait que le calcul avait été effectué et que le résultat avait été communiqué à la direction du projet et que le projet avait continué de toute façon capture quelque chose d'essentiel sur la nature de l'entreprise. Les personnes qui construisirent le projet Manhattan savaient ce qu'elles construisaient une arme d'un ordre fondamentalement différent de tout ce qui avait existé auparavant. Elles le faisaient parce qu'elles croyaient que l'alternative, un monde dans lequel l'Allemagne ou le Japon construiraient une telle arme en premier, était pire. La conviction était défendable. La décision n'était pas sans coup. Trinity détonna à 5h29 du matin le 16 juillet 1945. Le rendement était d'approximativement 21 kilotonnes, à l'extrémité haute de l'estimation théorique. L'éclair était visible à une distance de 300 km. La chaleur au point de détonation était supérieure à la température de surface du Soleil. L'onde de choc renversa des hommes à des distances que les calculs de sécurité avaient évaluées comme suffisantes. Le sable sous la tour qui avait supporté la bombe fut fondu en une substance vitreuse, plus tard nommée trinitite, par la chaleur de la détonation. Le nuage en forme de champignon s'éleva à 12 000 mètres. Oppenheimer, observant depuis le bunker d'observation, dit plus tard qu'un fragment de la Bhagavad Gita lui traversa l'esprit au moment de la détonation. « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. » Il dit également dans le même récit que sa pensée pratique immédiate était que cela avait fonctionné. Les deux réponses étaient réelles. L'homme qui avait passé 3 ans à construire cet engin
avait la même capacité de stupéfaction et de calcul simultané que n'importe lequel des autres hommes à Trinity ce matin-là. Et ce que Trinity démontra était que le calcul avait été correct. L'arme fonctionnait. La question de ce qu'elle ferait lorsqu'elle serait utilisée sur une ville pleine de gens avait été considérée et la décision avait été prise par des personnes à des niveaux gouvernementaux supérieurs au laboratoire. La mission du laboratoire avait été de construire la chose. Le laboratoire l'avait construite. La décision d'utiliser les bombes atomiques sur le Japon fut prise par le président Harry Truman, qui n'avait pas eu connaissance de l'existence du projet avant la mort de Roosevelt et le briefing de Truman par le secrétaire à la guerre Henry Stimson, 12 jours après sa prise de fonction. Truman avait été vice-président pendant 82 jours. Il n'avait pas fait partie du cercle intime de Roosevelt. Il n'avait pas été informé du projet pendant son mandat de vice-président, et lorsque Stimson arriva pour le briefer, ce que Stimson décrivit était une entreprise d'une envergure et d'une nature pour lesquelles Truman n'avait aucune préparation. On lui parla de Los Alamos, on lui parla de Trinity. On lui dit que les États-Unis disposaient d'une arme pouvant être utilisée contre le Japon et qui produirait une destruction à une échelle sans précédent dans l'histoire militaire. On lui demanda ensuite de décider s'il fallait l'utiliser. La décision impliquait un ensemble de calculs que les planificateurs militaires et civils effectuaient depuis le début de 1945, lorsqu'il était devenu clair que le Japon ne capitulerait pas suite à une défaite militaire conventionnelle et que l'invasion des îles japonaises, prévue pour novembre 1945, produirait des pertes d'une envergure que les campagnes d'Iwo Jima et d'Okinawa suggéraient catastrophiques pour les deux camps. Les estimations des pertes américaines lors d'une invasion de Kyushu seules allaient de 250 000 à plus d'1 million, selon les hypothèses utilisées. Les estimations des pertes japonaises, militaires et civiles, étaient plus importantes. La campagne de bombardements incendiaires que les B-29 de Curtis LeMay menaient depuis mars 1945, qui avait tué plus de 300 000 civils japonais et détruit plus de 60 villes japonaises, n'avait pas produit d'offre japonaise de capitulation. La logique militaire des bombes atomiques, telle qu'elle fut présentée à Truman par les hommes dont c'était la mission de présenter la logique militaire au président, était que deux armes d'une puissance destructrice suffisante, appliquées contre des villes qui n'avaient pas été bombardées auparavant et qui pourraient donc démontrer la capacité spécifique de l'arme sans la complication de destruction déjà existante, rendrait évident pour les dirigeants japonais que la poursuite de la guerre n'était plus une option viable. Cette logique était contestée à l'époque par certains scientifiques qui avaient construit les bombes, notamment par une pétition signée par des dizaines de scientifiques du projet Argan, que les bombes devraient être démontrées sur un lieu inhabité avant d'être utilisées contre une ville. La pétition n'eut pas de suite. Ces estimations furent contestées alors et le sont par les historiens depuis lors. C'étaient les estimations que les planificateurs avaient et elles guidèrent la décision. La bombe lâchée sur Hiroshima le 6 août 1945 était l'arme à uranium de conception par canon, Little Boy. Elle détonna à une altitude d'environ 550 mètres au-dessus du centre-ville et produisit une explosion estimée entre 13 et 18 kilotonnes. Environ 70 000 personnes moururent au moment de la détonation ou dans les suites immédiates du souffle, de la chaleur et de la tempête de feu. À la fin de 1945, le nombre total de morts, incluant ceux qui moururent du mal des rayons dans les mois suivants, était estimé entre 90 000 et 166 000. La fourchette dans l'estimation reflète la difficulté de compter les morts dans une ville qui avait été largement détruite. 3 jours plus tard, Fat Man, l'arme à plutonium par implosion, détonna au-dessus de Nagasaki et tua entre 40 000 et 80 000 personnes. L'Union soviétique déclara la guerre au Japon le 8 août, le jour entre les deux bombes, et lança l'offensive en Mandchourie qui détruisit l'armée du Kwantung en quelques jours. Le Japon annonça son intention de capituler le 15 août. Les documents de capitulation formelle furent signés le 2 septembre à bord de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo. La guerre qui avait commencé, pour les États-Unis, le 7 décembre 1941, était terminée. Les hommes et les femmes qui avaient reconstruit les bombes retournèrent, dans les semaines et les mois suivant la capitulation japonaise, à la vie ordinaire que le projet avait suspendue. Certains retournèrent dans les universités et reprirent les carrières académiques que Los Alamos avait interrompues. Certains rejoignirent les programmes d'armement que la guerre froide allait générer parce qu'ils étaient les personnes qui savaient comment les choses fonctionnaient et que les programmes d'armement en avaient besoin. Certains quittèrent
complètement la physique, trouvant que l'arme qu'ils avaient construite avait modifié leur rapport à la science qu'ils avaient produite d'une manière qu'ils ne pouvaient pas résoudre en continuant à faire la même science. Un certain nombre d'entre eux devinrent actifs dans le plaidoyer pour le contrôle des armements, plaidant pour un contrôle international de l'énergie atomique, pour des accords qui empêcheraient que les armes soient à nouveau utilisées, pour un cadre politique qui contiendrait ce que la physique avait rendu possible. Ce plaidoyer n'était pas toujours reçu par leur gouvernement comme un service public. Certains d'entre eux, Oppenheimer le plus visiblement, trouvèrent que l'appareil de sécurité qui avait protégé le projet pendant la guerre était maintenant utilisé pour évaluer la loyauté des personnes qui l'avaient en déconstruit. L'habilitation de sécurité d'Oppenheimer fut révoquée en 1954 après des auditions que de nombreux scientifiques et la majeure partie du dossier historique ont évalué comme une procédure motivée politiquement plutôt qu'une véritable procédure de sécurité nationale. Il ne fut pas poursuivi, il ne fut pas emprisonné, il fut écarté des rôles consultatifs par lesquels il avait influencé la politique nucléaire américaine, ce qui était le point fonctionnel de la procédure. Il mourut en 1967, ayant été, dans la dernière décennie de sa vie, partiellement réhabilité par une distinction de la Commission de l'énergie atomique et partiellement exclu des conversations politiques qu'il avait passé les années d'après-guerre à tenter de façonner. Le coût de ce qu'il avait construit était visible dans sa biographie aussi directement qu'il l'était nulle part ailleurs. La texture humaine spécifique de ce que signifiait travailler à l'intérieur du projet Manhattan fut documentée le plus précisément, non pas dans les histoires officielles, qui étaient rigoureuses sur la science et l'administration, et qui traitaient la dimension humaine avec l'impersonnalité de la mémoire institutionnelle, mais dans les témoignages que les participants donnèrent des années après les faits, lorsque les restrictions de sécurité avaient été suffisamment assouplies et que le passage du temps avait créé suffisamment de distance par rapport au contexte immédiat du projet. Un mécanicien qui avait travaillé dans l'une des installations d'Oak Ridge pendant 3 ans a fabriqué des composants dont on ne lui disait pas l'usage décrivit l'expérience, dans une histoire orale enregistrée par les historiens du département de l'énergie dans les années 1980, comme le travail le plus porteur de sens qu'il eût jamais fait, et le plus frustrant. Porteur de sens parce que le sentiment que ce qui était fait importait, que le secret et la pression et les délais impossibles étaient au service de quelque chose de réel et d'important, étaient communiqués même aux ouvriers qui ne connaissaient aucun des détails. L'ensemble de l'appareil du projet Manhattan était saturé d'urgence, d'une manière qui se communiquait à travers le comportement des superviseurs et du personnel de sécurité, et le rythme de la construction et l'implacabilité des calendriers de production. Il n'était pas nécessaire de savoir ce que vous construisiez pour comprendre que le construire vite importait énormément à quelqu'un qui avait l'autorité de faire accélérer tous les aspects de votre vie professionnelle. Et frustrant parce qu'un homme qui est bon dans son travail veut savoir à quoi sert ce travail. Le mécanicien dit qu'il était rentré chez lui tous les soirs pendant 3 ans avec une forme spécifique d'incomplétude pour laquelle il n'avait pas de mots jusqu'à après la guerre. Lorsqu'il entendit parler d'Hiroshima à la radio, et comprit immédiatement que les composants qu'il avait usinés étaient les composants de ce qui avait été décrit dans la diffusion. Il dit qu'il n'avait pas ressenti ce qu'il s'attendait à ressentir. Il s'était attendu à être fier, dit-il, parce que le travail avait été bon et que la chose avait fonctionné. Ce qu'il ressentit à la place fut le poids spécifique de la compréhension que toute l'urgence avait été justifiée. Le poids qu'il décrivait n'était pas unique à lui. C'était le poids que le projet Manhattan distribuait parmi ses 130 000 participants, en différentes mesures, selon combien chaque personne savait et à quel point le travail de chaque personne avait contribué au résultat final. Les physiciens de Los Alamos en portèrent le plus, parce qu'ils avaient le plus su, et parce que le lien entre leurs calculs et la détonation au-dessus d'Hiroshima était direct et visible, et ne se prêtait à aucune interprétation réconfortante. Certains d'entre eux gérèrent cela en arguant, avec une conviction sincère, que l'arme avait été nécessaire, qu'elle avait mis fin à une guerre qui aurait autrement coûté plus de vies que les bombes n'en avaient reprise, que l'alternative était pire que ce qui avait été choisi. L'argument était honnête, et les preuves en sa faveur étaient réelles. Certains d'entre eux gérèrent cela en travaillant sur le contrôle des armements, en essayant d'utiliser ce qu'ils savaient pour construire les cadres politiques qui pourraient empêcher la prochaine utilisation. Certains d'entre eux gérèrent cela de manière que leurs biographes ont décrite avec le vocabulaire de la blessure psychologique, dans l'alcool et la dépression et l'éloignement du travail et d'eux-mêmes tels qu'ils étaient avant le projet.
Le projet avait exigé d'eux plus que leurs compétences professionnelles. Il leur avait demandé de diriger toute la force de cette compétence vers une fin dont le poids moral avait été déterminé par des personnes à des niveaux gouvernementaux supérieurs à eux, sur la base de calculs qu'ils ne pouvaient pas entièrement évaluer, au service d'une guerre dont la conclusion avait été accélérée par les bombes d'une période dont la longueur précise est encore débattue par les historiens. La déclaration d'Oppenheimer selon laquelle il était devenu la mort, le destructeur des mondes, est la phrase la plus citée du projet Manhattan, et elle est citée si souvent qu'elle a acquis la qualité d'une formule figée, quelque chose dit par quelqu'un qui savait les bons mots à dire, plutôt que quelque chose qui avait échappé à un homme qui venait de regarder une arme qu'il avait construite dans le désert, transformer le désert en verre. Elle mérite d'être entendue à nouveau dans le contexte de ce qui l'a précédé, pas comme une citation, comme la déclaration spécifique d'un homme spécifique qui avait passé 3 ans à construire quelque chose sans précédent, dans des conditions de secret qui avaient comprimé sa vie professionnelle et personnelle en un effort soutenu unique, sur instruction d'un appareil institutionnel qui avait été conçu pour produire exactement un résultat et qui avait réussi, regardant le résultat apparaître à l'horizon au-dessus de la Jornada del Muerto, le voyage de la mort, comme les colons espagnols avaient appelé la bande de désert où se trouvait Trinity Seat, dans l'obscurité du petit matin du 16 juillet 1945. Les mots venaient de la Bhagavad Gita, un texte qu'Oppenheimer avait lu en sanskrit parce qu'il s'était enseigné le sanskrit dans sa jeunesse, dans une période que ses biographes décrivent comme l'une des plus intellectuellement voraces de sa vie. Il avait porté ces mots tout au long du projet. Il les dit au moment de la détonation parce qu'ils étaient ce que le moment exigeait. C'étaient les bons mots. Le coup d'avoir mérité le droit de les prononcer était tout ce que le projet avait demandé aux personnes qui en faisaient partie. Et le coup de ce que les mots décrivaient était tout ce que Hiroshima et Nagasaki avaient produit dans les 2 villes où l'arme avait atterri. Ces 2 coups étaient réels. Aucun d'eux n'était récupérable. Après la guerre, le désert autour de Trinity Seat retrouva le silence qu'il avait tenu avant l'arrivée de l'armée. La tour avait disparu, vaporisée par la détonation. La trinitite dans le sable fut en grande partie retirée, bien que de petites quantités persistaient et persistent encore dans le sol. Le site devint un monument historique national en 1975. Il est ouvert au public 2 fois par an, les premiers samedis d'avril et d'octobre, et plusieurs milliers de personnes font le trajet jusqu'au désert du Nouveau-Mexique à chaque fois pour marcher sur le terrain et regarder la plaque indiquant où se trouvait la tour et lire les récits de ce qui s'est passé à 5h29 du matin du 16 juillet 1945. La plupart des personnes qui visitent Trinity Seat s'arrêtent un moment devant la plaque puis retournent à leur voiture. Le désert du Nouveau-Mexique en avril est froid le matin et chaud à midi, et la lumière sur les montagnes à l'ouest est la lumière claire et spécifique du désert de haute altitude, qui n'a pas d'équivalent à des altitudes plus basses. C'est un bel endroit. C'était un bel endroit avant le 16 juillet 1945, et c'est un bel endroit maintenant. Ce qu'il porte qu'il ne portait pas auparavant, c'est un poids spécifique de décision humaine, exécuté avec une compétence extraordinaire pendant 3 ans, par des personnes qui faisaient ce que leur pays et la logique de la guerre leur avaient demandé de faire, à un coût en vies humaines, et dans le rapport modifié entre la science et ses propres produits, qui ne peut être défait et que les plaques et les panneaux historiques et les ouvertures biannuelles au public représentent une tentative honnête de reconnaître sans aucune capacité réelle de résoudre. Les hommes et les femmes qui ont construit le projet Manhattan faisaient leur travail. Leur travail exigeait d'eux plus que ce que le dossier institutionnel ne capture pleinement. Le résultat de leur travail a changé le monde de manière qu'aucun récit unique ne peut contenir. Le désert tient le silence, et la trinitite est la connaissance que ce qui s'est passé là s'est passé une fois, et ne peut pas ne pas s'être passé. Et les personnes qui font le trajet ces 2 samedis par an se tiennent dans cette connaissance et rentrent chez elles dans la claire lumière du Nouveau-Mexique.